Bonsoir. Face à l'actualité ce dimanche, Samuel Dieudonné Motte, député élu dans le département d'Uncam, député RDPC. Vous le savez, avec lui, on va donc commenter les faits marquants de l'actualité de cette semaine. Il y en a eu quelques-uns. D'abord, la déclaration de Maurice Kamto qui n'en finit pas, évidemment, de faire parler les uns et les autres. Il y a les chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest qui sont invités à regagner leur localité, mais eux, ils trouvent encore quelques objections. On va également parler de ces commerçantes qui se sont mobilisées à Kumba suite à la fermeture de leur boutique par les autorités administratives. Le temps donnera également l'occasion à l'invité de dire un mot sur les récentes inondations et revenir en un clin d'œil sur Stéphane Tato, dont vous le savez, la mémoire a été conduite à la dernière demeure, c'était hier à Yaoundé. Mais avant, Dieudonné Samuel Motte est également engagé dans un projet qui lui tient à cœur du côté du Nkam, la forêt de Ebo. Vous le savez, le président de la République a annulé un acte du Premier ministre et du ministre de la Forêt et de la Faune. Samuel Dieudonné Motte, bonsoir. Bonsoir, député Tango. Merci pour l'invitation qui m'a été faite. C'est une première. Mais très belle émission, puisque j'ai eu le temps de temps en temps de la suivre. Merci infiniment. Et évidemment, on va y aller tout de go. D'abord, comment avez-vous, je vais peut-être recadrer ou alors rappeler les faits, suite à une décision du Premier ministre relative à la forêt de Ebo, une décision qui dédiait une superficie de plus de 68 000 hectares à l'exploitation forestière sous le titre de l'UFA 07006, c'est-à-dire Unité forestière d'aménagement, à travers un acte de classement signé le 14 juillet 2001. Le président a donc, par un autre décret, celui-là du 11 août, annulé la dite décision. Le statut de ce massif forestier avait déjà échappé à un classement dans la catégorie parc national, on le sait, en 2006. Une forêt riche, parce que les organisations internationales également, Greenpeace, s'étaient levées à l'époque pour appeler à la protection des espèces rares qui s'y trouvent. Le président décide donc le 11 d'annuler la décision du Premier ministre. Vous, qui êtes très engagé dans ce projet, du moins, vous êtes très impliqué dans ce projet-là, quelle est votre réaction? Oh, j'ai la réaction d'un citoyen qui sait également que lorsqu'il y a une autorité compétente qui prend une décision, on peut essayer de la scruter, on peut essayer également de pouvoir l'appliquer, mais on peut également essayer de comprendre ce qui s'est passé. Dans le cadre de cet arrêté-là, je précise quand même quelque chose, il ne s'agit pas d'une annulation. Une suspension? Non, un retrait. Oh, voilà. On a retiré un acte. Et l'acte également n'était pas également signé du président de la République, c'est le Premier ministre qui l'avait signé, le premier, et également l'acte de retrait a été signé par le même Premier ministre. Il a été retiré par le même Premier ministre tout simplement parce que, fidèle à son engagement et fidèle également à la posture qu'elle a sienne, le président de la République sait que il doit être à l'écoute des populations. Et c'est dans le cadre de cette écoute également, quand vous faites une évocation par rapport au parc de 2006, c'est parce qu'effectivement il était à l'écoute que ce projet-là il a été gelé. Là, on était dans la phase d'un projet qui était configuré de manière tout à fait différente, qu'on était en train de scruter et que pour un certain nombre d'entre nous supportés, notamment moi, et qui malheureusement n'a pas encore trouvé son aboutissement parce qu'également il y a eu des péripéties. Mais nous gardons très bon espoir que ce retrait-là, c'est uniquement le temps nécessaire pour pouvoir observer parce qu'on a pris appui sur le fait qu'il y a un certain nombre de gens qui contestaient. Nous voulons entendre les contestataires et les gens qui contestent, les contestations notamment pour pouvoir savoir effectivement qu'est-ce que l'on fait. Mais si vous me permettez, cette zone-là dont il est question, la forêt de Beau, c'est mon village. C'est le village de mon père, c'est le village de mes aïeux. C'est une forêt dans laquelle vivaient dans les années 53 à peu près, si on tient au recensement, 5000 âmes. 5000 âmes, c'est-à-dire que là c'est uniquement la forêt de Beau, mais si vous l'étendez un peu plus loin également du côté de Loknang, on était à cet endroit-là, plus de 7000 personnes. Imaginez-vous un seul instant, député Tongo, des gens qui sont mis en mouvement parce qu'effectivement il y a des troupes qui sont arrivées, donc ça a été vraiment des détresses absolues pour nous. Absolument. Cette détresse-là pour le moment n'a pas encore été effacée parce que nous n'avons pas pu repartir chez nous. Parce que très souvent, la plupart de les gens de notre communauté sont éparpillés à travers tout le Cameroun. On n'est pas tout ailleurs sauf chez nous. Et dans le cadre de ce qui s'est passé en 2006, effectivement, nous avons vu, dans un premier temps, nous avons vu de très bon oeil le fait que l'on puisse faire un parc à cet endroit. Parce qu'également,
nos parents nous ont dit qu'il faut vivre en symbiose avec la nature. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont restés à cet endroit-là, malgré la rudesse de relief, malgré les difficultés d'accès. Ils étaient restés là. Il peut vous dire qu'en 1963, ils ne sont sortis de là que malgré eux. Et donc, on n'a pas pu, le projet du parc n'a pas pu aboutir parce que ce parc-là, il se faisait contre les hommes. Or, je pense que la biodiversité n'a pas de sens s'il n'y a pas l'humain. La biodiversité est au service de l'homme. Ce n'est pas l'inverse. On ne peut pas dire qu'on va faire de la biodiversité pour la biodiversité. On l'a fait oui, au second rang. Et dans le cadre effectivement de ce développement-là, c'était classé au second rang. Or là, il y a un projet qui était en train de se profiler, qui était un projet d'ordre économique et qui a été constitué pour un certain nombre de personnes, un repoussoir. Mais je pense quand même que ça a été une réaction qu'on aurait dû mûrir pendant un moment pour pouvoir savoir effectivement quelle est la précaution que l'on prend, quelle est la disposition d'esprit que l'on prend. En ce qui me concerne, j'ai toujours raconté aux gens que nos parents admettaient qu'il y avait une possibilité que l'on puisse couper quelques arbres moyennant un certain nombre d'infrastructures. Et effectivement, quand vous parlez de faire des arbres, il ne s'agissait pas de raser la forêt. Il s'agit effectivement d'un projet d'aménagement de la forêt dans lequel effectivement on pouvait trouver un équilibre entre l'homme, la nature et également les besoins économiques. Bon, ce projet-là aujourd'hui, je crois qu'on continue à espérer qu'il va... mais justement, ceux qui sont contre ce projet, je cite par exemple Medsim, qu'on va certainement écouter tout à l'heure, estiment que les UFA, quand on regarde les autres coins de la République où les UFA ont été expérimentés, les populations n'en ont pas toujours... Maître Sim, c'est mon frère. Nous avons une zone géographique en partage. Nous avons des villages en partage. C'est mon frère, mais il ne vit pas au village. La personne qui vit au village, c'est Samuel de Denemotte. Je peux vous assurer que l'histoire des UFA dans cette localité, on n'est pas à notre première expérience. Pas plus tard qu'il y a 10 ans, nous avons une UFA qui est exploitée à proximité de cette localité. Et je peux vous dire, les gens qui vivaient dans les autres coins du département d'un CAM nous enviaient pour nos routes. Aujourd'hui, les routes sont dégradées parce que la zone d'exploitation a changé. Mais je peux également vous dire que lorsque vous allez du côté d'un Kondiok, à l'époque, on faisait un arbitrage entre passer par Yabassi ou alors passer par, comment on appelle, Bafang. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus. Ils préfèrent passer par Yabassi. Pour quelle raison? Parce que de ce côté-là également, il y a une unité forestière, la même d'ailleurs, 004, dont l'assiette d'exploitation est toujours de ce côté. La route, elle est convenablement entretenue. Aujourd'hui d'ailleurs, quand vous partez voir le ministère des Travaux publics, il vous dit, si vous avez une possibilité d'avoir chez vous un exploitant forestier, on vous fera plus facilement les routes. Donc, il y a des gens qui racontent très souvent des choses qu'ils n'ont pas souvent vécues. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui où on a appris à s'auto-flageller. Comment expliquer Quand vous entraînez également avec les gens de l'Est, on vous dit effectivement l'Est n'est pas développé, très bien. Mais le niveau de développement économique qui est le leur aujourd'hui, on ne sait pas s'il aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu ces unités financières d'aménagement. Mais comment expliquez-vous donc j'ai failli dire cette fronde contre ce projet? Tous ceux qui se lèvent, je veux dire qu'ils sont suffisamment nombreux. C'est pas non plus... Ils sont peut-être nombreux, mais ils ne sont pas majorité comme ils le disent. D'accord. Il y a une majorité silencieuse et de manière très éclatante qui s'établit en faveur de ce projet économique. Et d'ailleurs, lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer les autorités politiques, les autorités gouvernementales, je leur ai dit effectivement nous sommes dans une démocratie. La meilleure façon pour pouvoir partager les uns et les autres, c'est qu'on organise de manière locale une consultation et on passe au vote. Après maintenant, s'il y a une tendance claire qui se dessine en faveur de ou contre le projet, effectivement, on prendra acte. Mais aujourd'hui, vous savez, les gens sont rentrés dans des revendications. J'ai d'ailleurs entendu un de mes frères dire ici, là, il savait parce que c'est que classer une forêt dans le domaine privé de l'État. Bon, peut-être il est plus juriste que les autres, mais j'ai quand même une certaine compréhension des problèmes de droit. Et ça, il ne peut pas me le refuser. Il faut que chacun de nous sache quelle est la place qu'il occupe dans la société et quel est le sens de son combat. Et il faut hiérarchiser les combats. Et j'ai tendance également à dire à chaque génération correspond un combat. Le combat de ma génération, le combat d'un certain nombre de personnes effectivement qui sont tout autour de nous, même s'ils ne sont pas d'accord avec les positions qui sont les nôtres, notre combat de notre génération, c'est de faire en sorte que cette zone-là qu'on a
qu'on nous a amené à abandonner dans des conditions que j'ai voulu vous décrire tout à l'heure, nous devons premièrement, dans un premier temps, regagner. Une fois que nous avons regagné, tous les autres combats sont possibles. Quand les gens disent, par exemple, nous revendiquons notre terre, on ne revendique pas une terre à 6 milieux de là. Il vaut mieux être à l'intérieur. Et l'histoire, effectivement, des expropriations au Cameroun, l'histoire, effectivement, des domaines d'utilité publique, me laisse beaucoup de confiance. En ce sens que, très souvent, il y a des zones de territoire sur lesquelles l'État a mis la main, en disant effectivement que je vais en faire une exploitation publique pour le compte de l'État, et il a eu par la suite des rétrocessions. Mais dans le cadre de ce projet-là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'assurances qui nous ont été données de ce que, effectivement, premièrement, nous allons rentrer chez nous et nous allons avoir un espace vital constitué essentiellement des anciens villages que nous occupions avant les troubles de 1960 et qui pourront également nous permettre effectivement de nous développer, de réinstaller notre communauté. Je voudrais vous suggérer qu'on prenne le premier élément de cette émission. Ce sera peut-être dans quelques minutes. On reviendra certainement sur cet élément. On prendra donc, si l'élément n'est pas prêt, le sujet, le reportage relatif à la déclaration de Maurice Kamto, qui, comme vous le savez, en début de semaine, Maurice Kamto a à nouveau convoqué la presse, c'était à Yaoundé, pour rappeler les 2 conditions qu'il a données au président de la République pour l'organisation de toute élection au Cameroun. Il s'agit de la résolution de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et de la refonte du système ou du code électoral. Je vous suggère, avant qu'on ne revienne sur l'élément qu'on a prévu en premier, d'écouter d'abord Maurice Kamto puis on commente. Notre pays est devenu un champ d'horreur. Attaque renouvelée de Boko Haram. Dans l'extrême nord, massacre de Ngarbou, assassinat d'une cruauté inouïe de Florence Ayafor, puis d'une jeune femme à Mouyouka, etc. Le tout sans une réponse adéquate de l'État. La pandémie du Covid-19, d'autres disent de la Covid-19, a fait des dizaines de morts et a traumatisé les populations sans que cela n'arrache la moindre compassion. Au regard de cette situation, organiser des élections régionales ou toute autre élection politique dans ces conditions ne serait rien moins qu'un mépris supplémentaire des préoccupations constantes des Camerounais et des suggestions réitérées des partenaires internationaux de notre pays. J'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des 2 exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir. C'est l'occasion pour moi de demander aux éléments des forces de sécurité et de défense, aux autorités administratives et judiciaires, de comprendre que cette lutte qui oppose les défenseurs des libertés fondamentales, de l'état de droit, du progrès collectif et de la démocratie à un régime obscurantiste, corrompu et incompétent qui méprise le peuple souverain, n'est pas engagé contre eux, ni contre aucun citoyen camerounais épris de justice et soucieux de l'avenir de notre pays et de sa jeunesse qui désespère. C'est notre devoir commun, le vôtre comme le nôtre, de donner à cette jeunesse une chance et d'assurer au Cameroun le rayonnement international qu'il mérite. Tenez-vous prêts. Nous ne devons plus accepter d'être l'objet des moqueries des autres Africains. Si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée. C'était ce lundi. Samuel Motte, à chaque sortie de Maurice Kamto, le RDPC se sent comme titillé, puisqu'il y a réaction du secrétaire national à la communication. Vous dites ce soir que Maurice Kamto met suffisamment de pression au pouvoir pour susciter des réactions. Si l'heure est arrivée, c'est arrivé. Si l'heure est arrivée de se calmer, c'est que cette heure-là est arrivée. Par moment, effectivement, à un moment donné, il faut se calmer. Ça ne sert à rien.
Mais se calmer dans une situation où le nord-ouest et le sud-ouest restent en crise. Un grand pensant disait effectivement, la chose qui impressionne le plus, c'est la retenue. Ce n'est pas le fait effectivement de prendre la parole, de faire des menaces qui sont des menaces par ailleurs vaines, qui le discréditent par la suite, qui feront de lui un homme politique d'envergure. Mais si ces menaces étaient aussi vaines, je veux dire qu'elles vous laisseraient indifférent, mais ça ne semble pas être le cas. Mais à chaque sortie de Maurice Kamto, je l'ai rappelé, que ce soit le parti RDPC, qui est le vôtre, ou les partis soutiens, on observe quand même une kyrielle de réaction. Là, on en parle parce que vous voulez bien qu'on en parle. Non, du tout. Non, moi je n'en aurais pas parlé parce que Maurice Kamto découvrant aujourd'hui qu'il y a la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, c'est quand même bizarre. Maurice Kamto découvrant aujourd'hui que notre code électoral n'est pas, je veux dire, à hauteur d'organiser une élection transparente, c'est également une curiosité. Pour quelqu'un, effectivement, qui a fait une campagne lors des présidentielles de 2018 et qui découvre effectivement que le code électoral n'a pas changé, c'est quand même une curiosité. Non, en réalité, je pense effectivement qu'il faut beaucoup de la retenue quand on est un homme public, parce que quand on se fend de plusieurs déclarations comme ça, qui très souvent ne donnent pas d'effet, même si vous notez par ailleurs qu'on en parle, parce qu'également, je crois que nous-mêmes, ça nous amuse d'en parler, mais la conséquence, pour un homme politique, c'est de dire, effectivement, est-ce que ça m'apporte des voix ou pas? Est-ce que ça peut me permettre demain ou après-demain d'être l'homme politique dont je rêve? Est-ce que demain ou après-demain, ça peut me permettre de gagner une bataille électorale? Oui, effectivement, ça rentre dans le cadre des divertissements aujourd'hui, ou qui consiste à dire, écoutez, vous-même, si vous soulevez un sujet de débat, on peut en parler. Oui, ce n'est pas nécessairement parce que je suis titillé, mais si vous avancez un certain nombre d'idées, je peux également me sentir en responsabilité de pouvoir vous répondre. Et dans le cas effectivement de ce qu'il évoque, effectivement, si les gens lui répondent, c'est tout simplement pour lui dire, je crois quand même qu'il y a un certain nombre de choses dans la vie que tu n'as pas compris. Elles sont pertinentes. Laquelle, par exemple? La cessation du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest est quand même un problème qui devrait préoccuper plus. Effectivement, c'est un problème de voir que dans une république, à un moment donné, on a cautionné la déviance et qu'on en soit arrivé dans un pays que tout le monde considère comme étant une œuvre de paix, à se déchirer et à se lancer, je sais pas, des roquettes ou des balles réelles. Tout ça, effectivement, dans l'euphorie générale, notamment qui ont été organisées par ces partis de position-là, qui pensaient effectivement qu'ils pouvaient en utiliser comme étant un élément politique pour pouvoir effectivement changer la donne. Aujourd'hui, on se passe effectivement à notre corps défendant que nous avons ce conflit-là à gérer. Mais personne ne peut s'accouper là-dedans pour pouvoir dire, après l'avoir encensé pendant des mois et des mois, des années, aujourd'hui on va toucher sur un bouton magique pour pouvoir faire en sorte que tout se calme. Les conflits, ils naissent très souvent de manière assez brutale, mais il faut également se donner du temps pour pouvoir les résorber. Vous devez également constater que ça, je crois que ça a plus ou moins baissé en intensité, et donc je crois que finalement ça va se calmer. Mais on n'a pas besoin de son injonction. S'il avait une baguette magique pour pouvoir arrêter la guerre du Nord-Ouest, en républicain qu'il est, il faut également descendre là-bas pour pouvoir dire qu'il demande qu'on arrête les hostilités. Si ces sorties étaient aussi légères, pour avoir une image de ce que vous dites, vous lui aurez permis peut-être d'organiser des manifestations, des petites marches, des réunions publiques, mais à chaque fois que Maurice Kamto faut mobiliser, on s'aperçoit que... C'est l'éternel débat que nous avons sur les manifestations publiques. Il y a un juste équilibre à trouver entre la nécessité d'exercer ses droits fondamentaux et de sécurité d'ordre public. Lorsque vous avez des gens comme le MRC, et notamment un certain nombre d'éléments du parti, des partis d'opposition qui s'inscrivent effectivement dans une certaine dynamique, je dois quand même dire que l'autorité administrative doit quand même prendre à un moment de ses responsabilités. Parce que dans cette histoire-là, on dit effectivement que la manifestation, elle est libre, effectivement l'exercice des droits fondamentaux est libre. Il y a également, et ça il ne faut pas l'oublier, chaque fois, il y a une certaine barrière qui est faite, parce que notamment si tout le monde descend dans la rue, ça peut la différence peut-être que plus personne ne sera en sécurité. Je veux dire, la mission première des pouvoirs publics, c'est d'assurer votre sécurité à vous et la mienne également, ainsi que les biens également qui pourraient nous appartenir. On ne peut pas laisser dans une société que s'installe de manière permanente des manifestations. Maintenant, quand vous me dites que on est contrarié dans leur volonté de manifester, mais c'est eux qui ne donnent pas des arguments pour pouvoir qu'on les laisse manifester. Parce que quand vous dites effectivement vous voulez faire une manifestation pacifique, si vous avez convaincu vos interlocuteurs que la manifestation sera pacifique, je ne vois pas pour quelle raison
on peut vous doter. Mais comment convaincre si l'interlocuteur ne vous laisse pas librement marcher? Je veux dire que, quelles que soient les garanties, ça va faire plus de 2 ans. Donc, alors, dans le cas de cette analyse... Ça va faire plus de 2 ans que le MRC n'a pas été autorisé à faire des manifestations au Cameroun. Je veux dire qu'en 2 ans, on ne peut pas croire que jamais les conditions n'étaient réunies, que le gouvernement, que le pouvoir est incapable d'assurer la sécurité d'une manifestation. D'accord avec moi que, également, la responsabilité de juger de l'opportunité de cette manifestation par rapport aux exigences sécuritaires qui se posent, c'est une autorité administrative. Vous comprenez avec moi qu'il y a toujours une démarche, une analyse qui précède. Donc en 2 ans, l'autorisation. En 2 ans, nos pouvoirs... Je n'ai pas fini. Okay. Je n'ai pas fini. Dans le cadre de cette grille d'analyse, il y a 2 éléments qui interviennent. Premièrement, la personne qui est en face de vous, est-ce qu'il est de bonne foi? Vous allez me dire que ça rentre dans le domaine du relatif. Absolument. Mais en même temps, d'expérience, de manière empirique, quel a été son comportement lorsqu'il y a eu des manifestations de ce genre? Si effectivement ces manifestations ont très souvent débouché vers des incidents, on aura de la peine à croire qu'effectivement qu'il puisse être de bonne foi, même s'il a clamé qu'il veut. Mais justement, la manifestation dont on peut se souvenir, c'est celle de janvier. Attendez. Janvier 2018. Mais avant même ces manifestations de janvier 2018, nous constatons avec regret que le MRC est inscrit depuis un moment vers une dynamique d'insurrection. Dans le discours. Dans le discours. Mais je veux dire que dans les actes... C'est important le discours, parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit, on abandonne l'hypothèse de la bonne foi, de la déclaration de bonne foi, et on veut... Donc sur cette base-là, le MRC ne pourra plus manifester au Cameroun. Je crois que si autrement... ça s'agisse, mais pas en tenant ce genre de propos qu'il tient. Lorsque vous avez quelqu'un qui prépare une élection présidentielle, et qui sait qu'il va dans une élection présidentielle tout simplement pour pouvoir soulever des émeutes le 8, on n'est pas, effectivement, on ne peut pas avoir la caution de la bonne foi. Quand on se fend dans les journaux, y compris dans le cadre des interviews comme celle qu'il venait de donner là tout à l'heure en disant « je demande aux gens de se soulever », vous ne pouvez pas être de bonne foi et personne ne vous donnera le crédit de bonne foi le jour où vous allez dire « cette fois-ci, on veut marcher de manière pacifique ». On se met là également à la place des autorités administratives qui ont la lourde responsabilité de pouvoir dire effectivement une telle manifestation ne peut pas avoir... Quelle pourrait être la réaction des pouvoirs publics aujourd'hui si d'aventure le président convoque le corps électoral et Maurice Kamto de son côté met à exécution sa menace? Je suis un homme politique, je ne suis pas dans l'administration. Mais l'administration veillera à faire son travail. Je peux vous dire également que nous, les hommes politiques, ça nous amuse très souvent et des fois même ça nous contrarie de voir qu'on nous enlève des opportunités dans des cours. Dans le cas de débat, parce qu'effectivement, on a vite fait d'arrêter une manifestation, mais l'administration également a des exigences à remplir, a des obligations à remplir vis-à-vis des citoyens que nous sommes. S'ils estiment effectivement qu'il n'y a pas matière à manifester, je pense également que là aussi, ils se conforment à la décision qui sera prise à ce moment-là de ne pas manifester. D'accord. Deuxième reportage dans cette émission, je l'ai dit, les chefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été invités à nouveau par le ministre de l'administration territoriale à regagner leur localité d'origine, leur chefferie traditionnelle. Ces derniers le souhaitent bien, mais redoutent l'insécurité qui y règne. Suivons ce reportage. Seul vœu exprimé par les chefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au cours d'une réunion à laquelle ils sont conviés à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale que les pouvoirs publics les aident à rentrer vivre chez eux. Peut-on lire chez nos confrères de la Nouvelle Expression, parution du jeudi 27 août 2020. Pour ce quotidien, le fait de solliciter les pouvoirs publics pour rentrer dans leur chefferie qu'ils ont quitté depuis plusieurs mois signifie que les conditions de leur retour ne sont pas réunies. La création des conditions d'un retour à la paix, c'est le grand souhait des élites du Nozo auprès du gouvernement. Les dernières décapitations des civils dans les deux régions, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, justifient le vœu de ces gardiens de la tradition qui, d'emblée, sont étiquetés comme des collaborateurs de l'administration. Indiquant par ailleurs que l'autorité traditionnelle est presque vidée de sa puissance tant qu'elle vit loin de ses attributs traditionnels et de son terroir, elle ne se garde pas d'exprimer son désir de vouloir bénéficier d'une garde conséquente pour vivre dans leur région en proie à la crise sociopolitique depuis 4 ans. C'est la matérialisation de cette protection que leur majesté attend de Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Dans le même sillage, à Kumba, ce sont les commerçantes qui se sont mobilisées, cette fois-là pour aller
chez l'ancien chef des Bafor. Vous le savez donc, le Fon V.I. Mokete a désormais passé la succession à l'un de ses fils. Ça n'a pas empêché que pour sensibiliser ou alors appeler les autorités à rouvrir leur commerce, les commerçantes de cette localité sont donc allées à cette chaufferie-là parce que, comme vous le savez, les sécessionnistes menacent tous ceux qui, le lundi notamment, ouvrent leurs boutiques en raison des villes mortes. Suivez ce reportage. C'est comme une seule femme qu'elles se sont rendues au palais du chef suprême des Bafor. Les commerçantes du marché principal de Kumba sont en colère. À l'origine du courroux, la fermeture de leur boutique. La zone en proie à une crise sociopolitique depuis 2016. Les lundis ont été décrétés ville morte par les séparatistes. Les commerces qui n'ouvrent pas ce jour sont scellés par les autorités locales et c'est la population qui se retrouve entre le marteau et l'enclume. Ce mardi 25 août 2020, c'est en pleurs que ces commerçantes sont allées exprimer leur ras-le-bol au Fon Mokete de Fort et Kokon. Moi, la présidente du marché, je suis également une femme. Mes congénères sont arrivés ce matin dans ma boutique. Je ne sais pas quoi faire. Elles disent que je suis la maman du marché et viennent me chercher pour qu'ensemble, nous allions poser notre problème au chef. Je supplie les administrateurs. Certaines de ces femmes sont veuves. Ce sont elles qui payent la scolarité de leurs enfants. Les maris sont morts dans la crise. Je vous en prie, monsieur, ayez pitié de ces veuves. Je suis à genoux pour ces femmes. Ayez pitié d'elles. C'est à huis clos que le maire de la ville, le maire de Kumba Ier et le conseil traditionnel Bafor se sont réunis pour une solution au problème. Au regard de la persistance de cette crise, peut-on dire que le grand dialogue a été une perte de temps? Non, ça n'a pas été une perte de temps. Il y a eu des avancées dans le grand dialogue, mais également, là aussi, on le disait aux gens, c'est parce qu'on aura fait le grand dialogue que les gens vont se taire. Que faut-il encore faire? On pense effectivement que les hostilités ont baissé d'intensité, qu'il y a effectivement un certain nombre d'irréductibles aujourd'hui qui considèrent qu'ils ne peuvent pas déposer les dames, mais également laissons le temps au temps. Je pense effectivement qu'on trouvera des points de solution là-dedans. Mais vous voyez très bien, ce que je venais de vous dire tout à l'heure, c'est le drame que nous vivons depuis 1963. Vous avez des chefs de cette localité-là qui sont partis voir le ministère de la Terre pour pouvoir leur dire qu'on les aménage des conditions pour pouvoir rentrer chez nous. Ça fait 1963 que nous attendons également de pouvoir rentrer chez nous. Nous ne demandons pas effectivement une protection de sécurité, nous ne demandons pas une protection, nous demandons tout simplement qu'il y ait un certain nombre d'infrastructures qui puissent être construites chez nous. Parce que cette communauté-là, après près de 60 ans d'exil, a besoin également de repartir chez elle pour pouvoir effectivement voir la vie autrement. La vie des villes, elle est agréable, mais personne ne peut être coupé de ses racines. Dans le cadre de ma communauté, à moi, on a été coupé de nos racines. Mais également par rapport à l'autre élément que vous venez de passer aussi, je suis un peu... je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut dire dans ce cadre-là, parce que il faut quand même avoir un certain respect de l'autorité administrative. Il faut avoir un certain respect des forces de maintien de l'ordre. Quand à un moment donné, on vous a dit également que vous devez se mettre à côté de l'administration pour pouvoir... Mais la population ne refuse pas. La difficulté, c'est que chaque fois que vous ouvrez votre commerce, les séparatistes viennent... Vous pensez très bien que le préfet qui prend ces décisions-là, le sous-préfet qui prend ces décisions-là, c'est pas... Oui, mais le préfet et le sous-préfet qui prennent ces décisions, eux, quand ils descendent, ils sont encadrés par les forces de sécurité. Bon. Les commerçants, ils sont plus ou moins à la merci ils sont tout simplement convaincus que s'il y a une, deux ou trois personnes qui ouvrent, effectivement, les autres vont baisser la garde. Parce que le problème, effectivement, c'est de vivre dans un environnement de terreur. Il ne faut pas se faire terroriser dans une rue publique. Et dans le cadre de ce qu'ils font là, c'est comme s'ils étaient plus ou moins consentants que les gens puissent les terroriser. Qu'ils essaient au moins de faire, je sais pas moi, le geste que l'on leur demande aujourd'hui de dire tous les lundis, nous allons ouvrir. Après, maintenant, si les choses, c'est de terror, au moins tout le monde aura constaté qu'ils ont fait leur part de travail, ils ont fait les avancées nécessaires pour pouvoir s'émanciper,
par rapport à ces gens-là aujourd'hui qui peuvent être utilisés comme étant un certain nombre de personnes sur lesquelles que l'on peut bâillonner. Et dans le cas de ce bâillonnement-là, je crois que ce n'est pas dans leur intérêt de rester dans cet état de choses. Restons dans le sillage du ministre Paul Atangandji pour dire qu'il a fait une descente dans les localités sinistrées par les inondations. La région du littoral en est une. Il y a eu Edea et puis Douala. Il y a également la région de l'Ouest où le MINAT est allé distribuer quelques dons, les premiers secours pour les populations sinistrées. Mais ici à Douala, dans quelques quartiers, on a observé que tout le monde n'a pas été traité au même niveau de satisfaction, tout au moins en termes de réception des dons. À Bessenga, on l'a vu, mais également à P4S, certaines populations sont montées au créneau pour le dire de vive voix. Suivez ce reportage de René Narcisse Moto. Voici l'état d'esprit d'une victime des inondations folles du 21 août 2020. Nous sommes à P4S, ce lundi, Bonamutongo, dans le 5e arrondissement de Douala, 3 jours après le sinistre. Papa, je n'ai même où aller. Si je vous dis que j'ai là où présentement, depuis l'autre jour, je ne suis même pas sorti, je n'ai plus où aller. Ici, on inventorie plus d'une 50aine d'habitations qui n'ont pas échappé à la colère des eaux. Pour cette autre victime, alors qu'il tente de venir en aide à ses voisins, constate quelques minutes après la démolition de sa maison. Tout le contenu disparaît sous les eaux. Ça n'a pas fait 10 minutes, c'est une question de descente et arriver là, ça n'a pas fait 10 minutes. Ceux qui étaient donc en train de faire les navettes viennent m'appeler que la maison s'était effondrée. Donc du coup, je suis sorti et puis j'ai trouvé tout ça. Rien à faire, il n'y avait rien à faire. Je suis resté bouche bée. Matériaux finis. C'était une maison matériaux finis. C'était une maison de 3 chambres, 2 douches, une cuisine et un salon. Donc tout le contenu avec le contenu, oui, tout, rien du tout. Rien que les vêtements qu'il y avait sur moi et mon téléphone, puisque je sortais mon téléphone en main. Il n'y a aucun à l'intérieur? Non, les enfants n'étaient pas là, j'étais seul. Alors que les prévisions météorologiques annoncent une pluviométrie inquiétante les jours à venir, les sinistrés de Bonamutongo disent ne pas savoir où donner la tête. Une nouvelle adaptation oblige pour les populations de P4S le jeudi à Bonamutongo. Il y a quelques jours, les gens vaquaient d'une manière assez habituelle à leurs occupations familiales. Après les fortes pluies de vendredi dernier, la vie n'est plus pareille vu que ce qui était encore considéré comme habitation s'est écroulé comme un château de cartes. Conscients du fait qu'ils ont construit dans des zones à risque, les riverains interpellent l'État sur son devoir régalien. Depuis qu'il y a les sinistres comme ça, on ne voit personne. L'État même devait venir en aide aux sinistrés. Vraiment. Nous sommes là comme ça, nous sommes débordés. Oui, nous sommes débordés, nous sommes laissés à nous-mêmes. Que ces autorités doivent, voilà mon mot, ils doivent prendre les vendeurs terriens, les propriétaires terriens, de ne plus jamais vendre ce genre d'endroits. Parce que ça s'écroule toujours. Et parce que nous, une comme moi, en achetant, je ne savais pas que ça pouvait nous arriver. Ça pouvait faire comme ça. Quand j'achetais, même ils disaient non, c'est là-bas. La terre, ce n'est pas comme ça. Ici, c'est l'argile. C'est comme la terre de Yaoundé. Parce que ici, nous sommes à Douala continue. Ce n'est plus. On me disait ça. Je les ai versés des millions. Aujourd'hui, je me retrouve ici. Je ne sais pas. Je n'ai plus. Ça fait 3 ans que je suis ici. Voilà mes parpaings. Mais je n'ai plus le courage de continuer. Dans l'espoir que les pouvoirs publics ne joueront pas la sourde oreille face à cette interpellation des populations, les victimes des inondations au quartier Bonamutongo continuent d'évaluer les pertes. S'ils peuvent chercher là où nous recaser, nous qui sommes ici. Une autre problématique derrière ces inondations, ce sont ces habitations que l'on retrouve effectivement dans des zones non habitables, des zones inondables, sous la barbe des pouvoirs publics, sans forcément que grand chose ne se fasse. La meilleure façon, la façon la plus optimale de pouvoir gérer ce genre de choses, c'est que les populations elles-mêmes soient éduquées et informées des risques qu'ils courent quand ils sont dans ces zones-là. Parce que quand on parlait de Bonamutongo, je ne sais pas combien de fois les autorités administratives y vont.
Et très souvent, quand ils y vont, ils ont trouvé effectivement. Je veux dire qu'avant ils sont dans le fait accompli. accompli. Pourquoi ne pas organiser des déguerpissements? Pourquoi ne pas organiser des recasements? Pourquoi ne pas interdire? Non. Souvent, la dame a dit qu'elle a acheté son terrain. Souvent, c'est des zones. Elle a acheté son terrain parce qu'elle est mal éduquée, mal informée. Souvent, c'est des zones où on rencontre des gens qui sont en processus d'obtention du titre foncier également. Oui, ça m'étonnerait quand même que dans ces zones-là, qu'on puisse avoir des titres fonciers. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a une certaine marge. Là, au moins, les autorités administratives y veillent en disant que lorsqu'il y a un cours d'eau, par exemple, qui passe par là, il y a une distance nécessaire qu'il faut observer pour pouvoir construire. Mais vous savez très bien que même quand on a dégagé ces zones-là, ça fait toujours l'objet de vente par la suite. Parce qu'effectivement, les gens sont demandeurs. Absolument. Ça coûte pas bien cher. Mais également, il y a des gens qui sont plus ou moins intéressés par vendre ce genre de choses. Également, c'est un problème de communication. Nous sommes tous convaincus aujourd'hui que nous serons mieux logés que lorsque nous sommes au centre de Douala. La ville est amenée à s'étendre. Quand vous allez aujourd'hui du côté de PK21, vous voyez très bien comment la ville s'agrandit. Et dans ces zones-là, vous pouvez trouver des terrains qui ne sont pas aussi chers que cela, mais également qui vous donnent une certaine assurance, une certaine sécurité par rapport à une certaine construction que vous pouvez faire. Dans le cas de ce qui a été fait, très souvent on a construit dans les marécages, on n'a pas besoin d'une autorité administrative pour avoir l'information nécessaire. C'est l'urbanisation de la ville. La capacité de la ville à pouvoir accueillir, on parle d'une centaine de mille de personnes par mois, dans une ville comme Douala, chaque mois. Est-ce que la ville de Douala, puisqu'on en parle, mais je veux dire qu'on aurait pu poser la question pour EDEA, pour l'Ouest, les zones qui ont été touchées, la politique d'urbanisation et d'accueil de ces personnes-là pose un sérieux problème néanmoins. Mais souvent, nous avons évité que les zones qui sont à la périphérie. Il faut considérer qu'en ce qui me concerne, que le centre-ville de Douala aujourd'hui est tout encombré. Et que si on me demande aujourd'hui de chercher un lopin de terrain pour pouvoir m'installer, j'irai beaucoup plus à la périphérie. Il n'y a pas honte à être à la périphérie. Très souvent, l'air l'atmosphère dans laquelle on y vit est nettement plus agréable qu'ici. Mais peut-être également lié aussi à la difficulté des voies d'accès. Mais il y a des voies d'accès qui sont de plus en plus construites. Il faut que les gens profitent également pour éviter de dire qu'il faut absolument qu'ils restent là pour pouvoir être à 200 mètres d'Aqua. Aqua, en ce qui me concerne, n'est pas aussi attrayant qu'on le pense. Je peux également habiter à PK21 pour pouvoir venir. À condition que l'aménagement de l'espace soit... On est en train de faire des efforts, mais je connais également de très hauts cadres aujourd'hui qui préfèrent avoir des lopins de terrain au PK19. PK19, c'est à peu près à 19 km du centre-ville de Bonandion. Mais ils trouvent leur confort, ils trouvent un peu plus de sécurité à cet endroit. La tendance qui a été observée à un moment donné qu'on peut construire n'importe où. Mais en même temps, ça, c'est des populations visiblement faibles revenus. C'est des personnes qui n'ont pas toujours les moyens de pouvoir... Avoir des moyens de locomotion, ça c'est peut-être des problèmes qu'il faudra à terme résoudre. En disant qu'effectivement, pour pouvoir être à 30 km d'ici, pour pouvoir rejoindre le centre-ville, ça pourrait peut-être prendre du temps. Mais on peut également créer des activités là où on s'installe. L'activité ne faut pas être seulement focalisée sur le Baye Amselam. C'est-à-dire qu'on va être à peu près à côté de 2 km de Bonandion pour pouvoir aller faire un commerce. On peut également aller à la périphérie pour pouvoir avoir une autre activité qui n'est pas seulement... Pour finir avec cette question, ces premières pluies, c'était le 21 août, avec inondation, sont passées. Les conditions, ou alors la météo annonce d'autres temps pénibles, difficiles. Mais on observe, on ne voit pas beaucoup les autorités se presser auprès de ces gens et leur dire, messieurs, mettez-vous à l'abri. Je crois qu'ils le font parce qu'il y a un plan qui nous a été présenté tout à l'heure par quelqu'un, un de nos camarades qui travaille, qui est grand conseiller à la ville de Douala. Il y a effectivement un certain nombre d'activités qui sont menées, mais encore une dernière fois, je voulais accentuer mon analyse sur l'appel à la responsabilité des citoyens eux-mêmes. Parce que quand vous voyez comme une zone comme celle-là qui a été passée en reportage tout à l'heure, vous pouvez bien imaginer combien de gens y vivent aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire comme ça d'un clin d'œil, quitter de là parce que ça devient très dangereux, aller vous installer ailleurs. C'est au moment où on s'installe qu'on doit faire une certaine démarche, une certaine analyse en disant est-ce que me mettant à cet endroit-là, est-ce que je ne me mets pas en insécurité? Et donc éviter de se mettre à cet endroit et aller plus loin. Mais je sais également le réflexe qui est le nôtre. Tant que le malheur ne m'a pas trouvé à cet endroit, je pense qu'il faut quand même laisser. Mais quand une femme comme celle-là économise pendant des années entières pour pouvoir faire une case, une maison, et qu'elle se court comme ça de jour au lendemain, je peux imaginer le drame qui est le leur aujourd'hui. Il faut faire en sorte qu'on puisse éviter
ce genre de catastrophe-là ou génération qui arrive, ça ne sert à rien de s'installer dans les drains parce qu'à un moment donné, là même quand l'État va se réveiller en disant, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de Douala lorsqu'on a commencé à faire les drains. Et quelqu'un me rappelait également à juste titre que le degré gouvernement qui venait de quitter l'hôtel de ville tout récemment avait fait pendant son mandat 47 km de drains. C'est impressionnant. C'est quand même impressionnant, c'est quand même 47 km. Effectivement, les 250, si on peut les faire un peu plus rapidement, on le fera, mais il y a quand même un effort qui est fait. Et dans le cadre de la construction de ces drains, ça accompagne toujours des malheurs, hein, parce qu'on est bien obligé de casser des gens, on est bien obligé de les enlever en disant que vous avez construit dans une zone inconstructible, et donc effectivement vous paraissez là aussi longtemps qu'il y a des drains à construire. On va reprendre cette intervention qu'on a souhaité avoir en début d'émission. Eringando, si l'élément il est OK, on va écouter Maître Sim, puisque tout à l'heure on parlait de cette question de la forêt des Baux. Maître Sim qu'on a reçu ici il y a 3 semaines en parlait. Je vous suggère, et derrière Samuel Mout, on revient commenter. Il y a au Cameroun une vraie question foncière. Cela est évident aujourd'hui. J'ai lu des articles sur la vallée du Thème et d'autres endroits que vous citez. Oui, il y a une question foncière aujourd'hui. Les Camerounais sont protégés par les textes internationaux qui régissent les populations autochtones. Vous n'allez pas aller dans une région où il y a des gens qui depuis des millénaires y ont toujours vécu et leur dire, écoutez, vos terres seront vendues ou seront transformées en ceci ou en cela, sans que ces personnes aient été en amont consultées et qu'on puisse trouver avec ces personnes-là, ces populations-là, des chemins de sortie. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je dis, le président de la République, je pense que ce décret qui a été pris il y a quelques jours a été pris un peu trop vite, parce que nous avons quand même averti le ministre des Forêts de ce que ce n'était pas une bonne décision à prendre, mais il est passé en force. Je ne veux pas que cette affaire-là soit personnalisée. Nous n'avons pas affaire à des frères qui peut-être ne comprennent pas. Nous avons affaire simplement au gouvernement camerounais qui doit tenir ses paroles, tenir sa parole, je veux dire, nous ramener chez nous et ne pas privatiser nos terres. Il y a des modalités qu'on peut utiliser. Tout le monde le sait. On peut faire des forêts communautaires, par exemple. Les forêts communautaires permettent d'exploiter le bois, mais en ayant à l'intérieur les populations autochtones de la zone. Ce qui se passe, je vous dis, je le répète, que tout le monde le comprenne. Merci. Le comprenne en privatisant nos terres. On nous enlève la moindre parcelle. Ça veut dire que si moi je meurs aujourd'hui, pour qu'on m'enterre en Dikma-Sokok, d'où je viens, il faudra que l'État donne l'autorisation pour qu'on m'enterre chez moi, ce terrain étant devenu un terrain privé pour l'État du Cameroun. Je vous suggère... qui est posé et je pense que je m'attaque dessus parce que, comprenez, absolument. Je suis né... Ça fait d'ailleurs partie de l'actualité. Je suis né à Petit Dibamba, en Sénégal-Maritime. J'ai enterré mon père là-bas, et ma mère d'ailleurs, en Sénégal-Maritime. Mon rêve ultime, si Dieu me donne la vie, c'est de prendre leur reste, de les enterrer là où mon grand-père, qui s'appelait Sim, a été enterré. Merci. Et personne ne peut m'empêcher, ni à moi, ni aux autres Banènes que je salue aujourd'hui, qui sont encore en brousse. Monsieur Matomba, le chef Yetina sont en ce moment encore dans la forêt pour essayer de se battre pour que nos terres ne nous échappent pas. Je les salue vraiment pour leur combat. Une réaction? Oh, je suis désolé de pouvoir réagir et de pouvoir réagir à la suite des propos de Maître Sim, qui est par ailleurs mon frère. Mais vous avez entendu tout à l'heure, quand il dit « je suis né à Petit Dibamba », Samuel de Delmont qui vous parle est né à l'intérieur de la forêt de Ndoubayembi et qu'il y vit jusqu'à l'heure actuelle. Donc je connais les réalités du terrain qui me laisse penser qu'effectivement, quand vous l'entendez s'exprimer, je n'ai pas l'impression qu'il est à l'intérieur du dossier, il est à la périphérie du dossier. Parce que, à exciter pour tout le monde en pouvant dire on ne veut pas de nos terres, de quelle terre s'agit-il? Effectivement, il y a une zone qui nous a été que nous avons occupée de manière séculaire, et pour lequel nous pensons que nous avons un certain nombre de droits ancestraux, droits sur lesquels d'ailleurs nous nous sommes appuyés en 2006 pour pouvoir dire à l'État camerounais qui a été tout ouïe de cette démarche-là qui avait été développée dans ce cas-là, et il a dit effectivement on ne peut pas
mettre une zone comme celle-là aussi sensible en un parc, parce que le parc vous priverez à jamais de pouvoir y retourner. Dans le cadre de projet dont il est question aujourd'hui, il parle de Ndibassogok. Ndibassogok, effectivement, c'est un village. Et de ce que nous avons pu obtenir là également, c'est où je voulais apporter un démenti là-dessus, qui consiste à dire, effectivement, le ministre n'a pas pu consulter. Si le ministre n'a pas pu consulter, comment est-ce qu'il a fait pour le rencontrer? Et en ce qui concerne la plupart des délégations que je conduis auprès du ministre, effectivement, il nous a reçus à maintes reprises. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été précisées, notamment qui consistaient à dire, notamment, vous allez repartir chez vous, de pourquoi on discute. Et là également, je voudrais également que l'on soit clair. À chaque génération, son combat. Le combat, le nôtre aujourd'hui, qui est le mien, qui est celui de Maître Sim également, c'est de dire effectivement, nous aspirons à pouvoir être réinstallés chez nous. Et dans le cadre de cette réinstallation, il y a des gens qui vous disent, oui, mais l'État n'a qu'à construire les routes. Depuis Tatongo, on n'a jamais dit nulle part que le meilleur moyen de faire l'infrastructure routière, c'est en utilisant l'argent des impôts des autres. L'aménagement du territoire tient compte également qu'il y a d'autres formes de ressources qui peuvent arriver, parmi lesquelles c'est cette unité forestière d'aménagement qui peut participer au développement d'un pays. Et dans le cadre effectivement de notre contribution en tant que communauté des gens qui vivent là, qu'est-ce que nous apportons à la richesse nationale? Une occasion nous est donnée là pour pouvoir le faire, mais encore une dernière fois, de contribuer oui, effectivement, tout en trouvant même à titre personnel notre propre compte. Parce que cette idée-là qui consiste à dire effectivement qu'à un moment donné, cette aspiration à pouvoir aller repartir chez nous doit être exercée, je ne suis pas sûr que l'on va faire des différences entre des gens qui étaient pour ou contre l'UEFA. C'est une très très bonne chose, mais encore une dernière fois, je voulais porter à l'attention de Maître Sim, en ce qui concerne les villages qui étaient habités, le programme avait fait l'objet d'un arbitrage, on attendait tout simplement à sceller un accord, il était admis, et il était même souhaité des pouvoirs publics que nous puissions repartir chez nous. Et dans le cadre de ce repartir chez nous, il y a déjà effectivement qui disent, y compris la forêt nous appartient. C'est un juriste qui vous parle tout à l'heure. Tout ce qui rentre dans le domaine national, lorsque vous avez des hectares de terrain à aménager, depuis Tatongo, vous vous référez à qui? Vous vous référez à l'État. Vous vous référez à l'autorité de l'État. Et donc c'est un faux problème qu'il y a. Et encore là, vous voyez très bien, la démarche, elle me contrarie au plus haut niveau. Parce que vous avez des gens qui, comme Maître Sim, effectivement, vous disent, nous défendons nos terres, et ils trouvent pour aller qui? Des gens qui, il y a 14 ans, en 2006, ont failli nous priver de cette terre. À un moment donné, il faut être cohérent. Parce que c'est qui... Vous parlez des chefs dont il parle? Non, il ne parle pas des chefs, il parle des ONG. Parce qu'en réalité, les gens qui jouent aujourd'hui le jeu, ce n'est pas Maître Sim, avec qui je peux discuter par ailleurs. Ce n'est pas Matomba, avec qui je suis tout à fait ouvert pour pouvoir avoir une discussion fraternelle. Les gens, effectivement, qui brouillent le message aujourd'hui, des communautés qui sont les nôtres, c'est les ONG qui disent effectivement qu'ils préfèrent protéger les gorilles au lieu de protéger les êtres humains. Et dans le cadre de cette démarche-là, nous sommes tout oui de voir effectivement quelle est l'étape supplémentaire qui va être franchie. Parce que également, je sais que l'État c'est écouter tout le monde et l'État n'oublie jamais les fautes des orphelins que nous sommes. Parlons des collectivités territoriales décentralisées, notamment pour relever quelques faits marquants qui mettent à l'épreuve la collaboration entre maires de ville et maires d'arrondissement. Yaoundé a été un terrain d'exemple. Cette semaine, le maire de la ville s'est rendu à la mairie de Yaoundé 6 pour ordonner la démolition ou alors l'ouverture d'un passage sur lequel le maire de Yaoundé 6, lui, construisait des boutiques pour l'exploitation des commerçants. Suivez plutôt. Cet espace marchand d'une trentaine de magasins est la pomme de discussion du maire de la ville et le maire de l'arrondissement de Yaoundé 6, auteur du projet au lieu dit Mélène 8C. Nous avons pensé que nous pouvons nous servir des emprises secondaires qui sont en réalité la compétence des mairies d'arrondissement pour enlever ces commerçants qui occupent nos trottoirs et dont empêchent la mobilité urbaine. Sauf que pour Luc Messi à Tangana, la construction de l'espace commercial se fait dans l'illégalité, en plus de son étude technique qui n'aurait pas été faite selon les règles de l'art. Le maire de Yaoundé 6 n'a même pas tenu compte du fait qu'il y a un grand collège en contrebas qui génère un flot de population estudiantine lors des périodes de classe et même des parents, sans compter le quartier qui ne cesse de grandir dans cette zone. Le maire Yoki Onana dit être surpris par la démarche du super-maire. Pour lui, le projet a été minutieusement étudié par ses services techniques. Il y voit par contre un règlement de compte. La mairie de ville avait et
elle également, initié à travers son 4e adjoint la construction des boutiques à cet espace. Un chantier qui avait même démarré. Et nous nous sommes interposés pour dire que la mairie de ville, dans une emprise secondaire, n'est pas compétente. Et c'est comme ça que la mairie de ville a arrêté ses travaux et nous les avons engagés au même endroit, le même type de travaux. Je ne comprends pas qu'on nous dise aujourd'hui que parce que c'est nous qui considérons que nous sommes dans l'illégalité. Je crains malheureusement que tout ceci tourne plus ou moins vers un acharnement. Faux, retorque le super-maire qui envisage passer à l'offensive. Il n'y a pas d'acharnement contre qui que ce soit. Ce n'est pas un acte de méchanceté. Ce sont les lois qui l'ont prévu. Et on nous demande à la fois de respecter ces lois et de les appliquer. Vendredi 27 août, au matin, les services techniques de la mairie de la ville vont libérer toute cette zone. La décision du super-maire n'engage que lui. Nous, on a juste encadré les commerçants. Ils ont investi déjà à peu près une 20aine de millions. Que le super-maire décide de venir casser, je pense que nous tirerons tout simplement les conséquences. Une affaire qui présage un climat délétère entre les deux magistrats municipaux durant leur mandat respectif, 7 mois seulement après leur élection. La collaboration, la décentralisation tarde à véritablement être peut-être comprise ou mieux implémentée par les autorités locales. C'est encore plus curieux quand il s'agit des élus du même parti, votre parti, le RDPC, des dissonances au sein du parti qui manifestement ne sont pas pour l'amélioration des conditions et des cadres de vie des populations. Samuel Motte. Non, je crois qu'ils veulent tous concourir, chacun à sa manière, à cette amélioration des conditions de vie. Mais je voudrais d'abord solder le compte avec mon frère Maître Sim tout à l'heure. Non, on n'avait pas fini, parce que lorsqu'il évoque des solutions alternatives du genre, on va faire une forêt communautaire ou une forêt communale. D'accord. Ça veut dire qu'il là, il est vraiment hors sol. Je suis dans le village. Il n'y a pas une forêt communautaire qui fonctionne dans les règles de l'art. Ça devient par la suite des histoires d'individus, de groupes d'individus qui rançonnent les autres. Et donc, quand on cherche à dire effectivement qu'on est contre un projet, il faudrait qu'on réfléchisse 1000 fois avant de proposer une alternative. Cette alternative-là, il ne faudrait absolument pas l'envisager à un moment donné. Mais pourtant, il y a plusieurs personnes. Non, ils ne sont pas si nombreux que ça. Je crois que je les ai plus ou moins. La preuve, le président a dû procéder à un retrait. Oh, mais tenez, on ne va pas rentrer dans le secret de cette histoire-là. Je suis un homme politique. Il y a des choses que je peux déclarer à l'antenne. Il y a également des choses qui ne peuvent pas déclarer. Le président cherche effectivement, fidèle à son image, fidèle également à sa façon de faire, a dit effectivement à partir du moment où il commence à avoir de beaux projets, il a demandé à attendre et à voir un peu plus clair. Dans le cadre de cette attente, c'est pour ça que j'ai tenu à souligner tout à l'heure qu'en réalité, on n'avait pas annulé un décret, on l'avait retiré. On l'avait retiré, sous-entendu, effectivement, si les conditions deviennent favorables pour pouvoir relancer le projet, on le fera. Vous avez fait plaisir aux ONG internationales, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Il a dit effectivement qu'il y a un certain nombre de clients qui disent effectivement qu'ils sont majoritaires, majoritairement contre le projet. On attend effectivement voir si effectivement s'ils le sont. Mais je pense effectivement qu'il y a un problème d'analyse là-dedans qui s'est posé. Quant à revenir à ce qui concerne effectivement les problèmes de décentralisation, ce serait bien également que l'on trouve effectivement des points d'équilibre. Dans le cadre également de ce projet, c'est les points d'équilibre que l'on cherche. On a le droit effectivement de dire qu'on n'est pas d'accord pour tel ou tel projet, mais à condition d'avoir des idées derrière. Et on ne peut pas dire non pour le non, parce que si on dit non pour le non, moi qui ai vécu à cet endroit-là, très souvent, il est compliqué de faire des routes à cet endroit, tellement le sol est escarpé. Nous avons là une bonne opportunité, effectivement. Je ne suis absolument pas défendeur d'un quelconque projet économique, mais je suis seulement quelqu'un de réaliste qui considère aujourd'hui, Tongo, comme il a dit tout à l'heure lui-même, il est né à l'extérieur de cette zone. C'est encore tout à son honneur de penser qu'il a un repère quelque part. En ce qui concerne mes enfants à moi, je pense que les repères commencent à se situer au niveau de Ouala, et ça m'attriste beaucoup. Si nous avons l'occasion de partir avec ces enfants-là, dans ces zones-là, pour pouvoir les reloger, ce serait très bien pour nous tous, et également pour la survie de notre communauté. Terminons par la minute d'hommage. Vous le savez, Stato Stéphane, l'ancien capitaine des Lions de la grande épopée des années 90. Stéphane Tato, l'un des rares
capitaine de l'équipe nationale, à avoir fait 2 mondiales avec le brassard, nous a quittés. Et cette semaine, le monde du football, les Camerounais, se sont mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Levée de corps vendredi, enterrement samedi. Voici en quelques mots le résumé de cet hommage. The mortal remains of former Indomitable Lions captain Stephen Tato, who passed away to the cold arms of death, has been laid to rest today in the nation's capital, Yaoundé. The head of state was represented at his funeral by the Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Mwalekombi. Monsieur Tato Eta Stephen. Mr. Tato Eta Stephen, in the name of the President of the Republic and by the powers vested upon me, you are made Commander of the Order of Value, Atiko Costume. Former Indomitable Lions and the country's football decision makers were equally present to pay their last respect and honor the legacy of the man who brought nobility to his nation after the 1990 World Cup. Very sad today, it's a sad day, and we are doing all our best to take Stephen Tato, my collaborator, and I myself, to take our collaborator Stephen Tato to the last rest, and may his soul rest in peace. A funeral mass was held today, after which tributes and decorations were given him and his mortal remains buried at the Mvolier Cemetery at 1 p.m. The former Tonnerre Kalara Club legend that was born in Ekona in the southwest region of Cameroon leaves behind family, colleagues and very ardent admirers to mourn him. Les condoléances et les profonds regrets de STV à la mémoire de ce grand sportif, ce Camerounais qui a su défendre l'image du pays et les couleurs nationales. Un mot pour terminer. Le plus tard possible, mais on finit toujours par y passer. Vraiment, j'ai de très grands souvenirs, notamment de cette équipe-là qui a défendu les couleurs du Cameroun pendant ce mondial de 1990. Ça nous a procuré beaucoup de bonheur. Dommage qu'à la fleur de l'âge qui nous quitte, mais c'est la vie humaine qui est ainsi faite. C'est le cycle de la vie. Merci d'avoir sacrifié ce dimanche, cette fin de semaine. C'est moi qui vous remercie. Pour commenter l'actualité. Très bien. Bon début de semaine à vous. Merci. À vous également à la maison. Bon début de semaine. Et à dimanche prochain, 19h, pour une autre édition de Face à l'actu. Bonsoir.